Juste quelques mots pour introduire cette soirée. L'Université populaire du Niortais, quelqu'un qui fait comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. L'Université populaire du Niortais est une association d'éducation populaire qui va fêter le mois prochain, ou ce mois-ci, c'est 7 ans, et qui fêtera sa 100e action le 14 décembre. Et quand nous avons créé cette association en fin 2015, on n'aurait jamais imaginé qu'on arriverait à mener une 100aine d'actions. Donc on est très très content d'arriver à cet anniversaire un peu marquant pour nous. Voilà. J'ai fait tout à l'heure à l'entrée un peu de retard pour les adhésions auprès de certains d'entre vous. Les activités de l'Université populaire, de l'UPN, sont totalement gratuites, je le répète. La caisse, le chapeau qu'il y avait à l'entrée, l'ensemble de ce chapeau est destiné à l'Hardy et à Festisol. Voilà, ça je voulais le préciser. Pourquoi cette... et nous faisons en gros une quinzaine d'actions par an, quoi. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long là-dessus. Quelques mots pour introduire cette soirée. Le premier contact qu'on a eu, c'était avec Bernard et les autres personnes de l'Hardy qui nous avaient sollicité pour réfléchir ensemble, pour voir s'il était possible de faire quelque chose dans le cadre du Festisol. Nous, ça répondait bien à nos valeurs, ça nous a intéressés, et donc on a commencé à travailler ensemble sur l'organisation de cette soirée. L'Hardy étant plutôt l'intervenante, comme vous allez le voir, et puis nous étant plutôt sur tout ce qui était lié à la logistique en quelque sorte, ou à l'organisation. Voilà. Et nous aimons bien pratiquer ce genre de partenariat, c'est ce que nous faisons pratiquement dans toutes nos soirées, nous travaillons avec d'autres associations. Pourquoi une soirée sur l'accueil des étrangers? Parce que il y a 2 ans, nous avions déjà fait un cycle d'actions sur l'histoire de l'immigration en Poitou-Charentes. On avait travaillé avec des gens de la fac de Poitiers, une structure qui s'appelle Migrinter. L'objectif à l'époque était de faire comprendre qu'en fait, au-delà des discours manipulateurs, l'immigration en France, elle était là depuis toujours et elle n'était pas si importante qu'on voulait nous le faire croire aujourd'hui par rapport à d'autres époques. Là, ce soir, le propos est légèrement différent. Il s'agit de savoir comment nous pouvons accompagner l'arrivée d'un étranger ensemble, en France. Il existe des structures administratives, mais accompagner quelqu'un qui ne sait pas lire une langue, qui ne sait pas forcément la parler, c'est indispensable. Et c'est un peu là-dessus que va être focalisée l'intervention de l'Hardy ce soir. Je n'en dis pas plus, et ils sont 4, ils vont se relayer, puis nous aurons quelques témoins au cours de la soirée. Voilà. On est parti normalement jusqu'à 10h, 10h30. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Alors, je devais... Ah ben, je vois que ça commence à venir, mais voilà, je voulais introduire cette soirée normalement par une présentation de ce qu'est Festisol. Alors je vais un peu improviser parce que la personne qui devait le faire n'est pas encore là, elle est au spectacle à côté. Ça a été un peu dit, donc je vais faire très bref. Festisol, c'est un festival des solidarités qui existe depuis déjà plus de 10 ans sur Niort, qui propose aux organismes de solidarité du Niortais de présenter un petit peu des spectacles en lien avec un thème. Cette année, le thème, c'est la jeunesse et l'interculturalité. Et dans ce cadre-là, 13 associations organisent différentes manifestations dont vous avez sans doute eu pour la plupart le programme, donc je ne vais pas le reprendre. Aujourd'hui, on en est à la 2e semaine de Festisol, qui se terminera à la fin de cette semaine par un spectacle à Chef-Boutonne, à Brioude-sur-Boutonne, merci de corriger. Et il y a eu d'autres spectacles. Hier soir, il y avait un spectacle avec l'association France-Palestine Solidarité. Bon, et j'en passe. Donc ce soir,
ce qui vous est proposé, c'est à la fois ces 4 associations qui ont un peu pour travailler cette soirée. C'est donc Hardy, l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés, et tous les participants que vous allez voir ce soir sont membres de cette association, mais se sont également associés à cette soirée. D'une part, 100 pour 1 en Sud de Sèvres, qui aide à l'accueil et à l'hébergement des personnes à la rue, souvent étrangères, en l'occurrence des familles. L'association CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG qui œuvre au niveau international contre la faim par le développement, comme son nom l'indique, et également Amnesty International. C'est associé. Amnesty, je ne le présente pas, je crois que tout le monde connaît Amnesty International. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, ça c'était pour la présentation générale, et je demanderai des excuses à Pascal qui n'est pas là et qui devait faire cette présentation. Alors, sur le thème donc des migrations, juste une courte introduction. On parle souvent d'une... Oui. Merci à la technique de le mettre. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça, vraiment. On a toujours un technicien près de soi. Bien. Alors, très rapidement, pour laisser la parole aux autres camarades qui ont plus de choses importantes que moi à dire. Oui, le thème c'est que... Bon, on nous parle souvent d'une horde d'envahisseurs qui déferlerait sur nos frontières. Qu'est-ce qu'il en est en fait dans la réalité? Alors juste en quelques mots, d'abord un migrant international, selon l'ONU, c'est toute personne qui a résidé dans un pays dans lequel il n'est pas né pendant plus d'une année, quelles qu'en soient les causes. Ceci diffère un petit peu de la notion de migrant international selon l'INSEE, mais on va rester sur la définition de l'ONU, puisqu'on est dans l'international. Les migrants internationaux ne représentent en fait que le quart des migrants totaux dans le monde. Voilà, ça c'est une première image. Ça veut dire que la plus grande partie des migrants, en fait, restent dans leur propre pays. Ce sont des migrants internes. Parmi les migrants internationaux, il faut savoir que la majorité des migrations ne s'effectue pas du sud vers le nord, comme on aurait cru le penser lorsqu'on nous parle des hordes envahissantes. En réalité, seulement 37% des migrations dans le monde ont lieu d'un pays en développement vers un pays développé, c'est-à-dire à peu près le tiers. Donc la plupart des migrations s'effectuent en fait entre pays de même niveau de développement. 60% des migrants se déplacent entre pays développés ou entre pays en développement. Alors, je ne vais pas vous commenter tous ces chiffres-là, mais lorsqu'on parle de migration, il est intéressant d'avoir un petit peu des données en valeur relative et en valeur absolue. Ça permet de mieux situer les choses. Donc ici, c'est des sources de l'ONU, avec quelques données sur les différents pays, avec deux choses. D'une part, les stocks, dans le nombre de migrants dans le monde, enfin dans le monde, dans différents pays, et les taux, c'est-à-dire dans la population, leur proportion dans la population. Donc au niveau du monde, on voit qu'il y a 258 millions de migrants, ça représente 3,4% de la population. Et lorsqu'on regarde les classements, c'est là que je voulais un petit peu en venir, on va s'intéresser surtout à la France par exemple. La France, en nombre de migrants, elle est en 7e position avec 8 millions d'immigrés en France. Mais lorsqu'on la regarde dans sa part de population, on s'aperçoit que la France n'occupe plus que le 48e rang, avec 12,3% de migrants, et à l'intérieur, évidemment, certaines parties de la France, les territoires et départements d'outre-mer, tels que la Guyane ou Mayotte, on voit bien que les taux sont beaucoup plus importants, et on en entend parler ces jours-ci, à propos de Mayotte en particulier. En termes de flux, c'est-à-dire d'importance d'accroissement de la population migrante dans les pays. Dans le monde, évidemment, il y a des flux en nombre, mais forcément, ceux qui rentrent d'un côté sortent de l'autre, donc en gros, les flux sont forcément zéro à l'échelle du monde. Au niveau des pays, les USA, vous le voyez, comme en nombre, se retrouvent en flux les plus importants, mais c'est un grand pays.
Vous voyez bien que les États-Unis, par exemple, qui sont premiers en nombre, se retrouvent en 36e position en termes de taux dans la population. Et la France, qui a un petit nombre de flux, c'est-à-dire lorsqu'on compte les entrants et les sortants, la différence entre les entrants et les sortants, se trouve au 16e rang dans le monde, mais dans la population, en tout, on se retrouve au 51e rang. Voilà sur ce quoi je voulais insister. Ma conclusion de tout ça, c'est de dire que la France, en nombre total d'immigrés, est loin d'être envahie, et elle n'est pas non plus en cours d'envahissement, c'est-à-dire en termes de flux, puisqu'elle occupe respectivement les 48e et 51e rangs mondiaux. Voilà un petit peu pour cette présentation. Et en 2 mots, l'architecture des dispositifs pour les migrants, il y a 2 grandes catégories qui vont vous être présentées ce soir. D'une part, ce qui relève de l'asile et assimilé, avec deux grands pôles. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a examiné 140 000 demandes en 2021, voilà, et qui a donné 36 000 accords pour ces 140 000 demandes, et la Cour nationale du droit d'asile, qui a prononcé 68 500 décisions et qui a donné 15 000 accords, dont le taux global d'acceptation à l'asile représente à peu près 40%. Le droit au séjour, 2e grande catégorie, hors asile bien sûr, 257 000 titres de séjour délivrés en 2019, avec les grandes familles, l'immigration familiale, on va dire, 106 000 titres de séjour accordés, 41%, l'immigration de travail, bon je ne vais pas commenter tous les chiffres, vous les voyez aussi bien que moi. Donc à noter, ça sera mon mot pour finir, 2 grands absents, les migrants de la misère et les migrants climatiques, et qui sont cependant ce que l'on voit beaucoup arriver aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour moi. Je passe le relais à Roseline. Roseline qui va parler donc de l'asile. De l'asile. De la démarche pour obtenir, autrement dit, la démarche pour obtenir le statut de réfugié. Ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est bon, celui-ci. Voilà. Quand tu vas avancer. Voilà, Merci. Alors rapidement, donc, par rapport au droit d'asile, les notions de base. Tout d'abord, voilà, les personnes qui ont obtenu l'asile, on les appelle des réfugiés. Hein. Autrement dit, ce que l'on appelle les réfugiés ont cette qualification et ont obtenu le droit d'asile. Voilà. Alors, qui est reconnu réfugié? Il y a plusieurs possibilités pour être reconnu comme réfugié. Tout d'abord, il existe un asile conventionnel. Alors, cet asile conventionnel dépend de la Convention de Genève de 1951 qui définit toute personne qui est persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son groupe social ou ses opinions politiques, elle peut être reconnue à condition qu'elle ne puisse pas se réclamer de la protection de son pays, bien sûr. Hein. Elle est donc maltraitée dans son pays pour ces raisons-là. Il faut donc lier ça. Et d'autre part, il faut qu'elle soit, bien sûr, hors de son pays. Il y a également l'asile constitutionnel. Alors celui-ci dépend du préambule de notre Constitution qui dit que toute personne persécutée en raison de son combat en faveur de la liberté a le droit d'asile sur le territoire de la République. Alors quand on lit cette définition et qu'on voit la réalité, ça peut arriver qu'on se pose des questions. Ça, c'est mon commentaire personnel. Et enfin, la dernière catégorie d'asile de réfugiés, de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, ce sont les réfugiés du HCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés.
Alors là, il s'agit de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié avec ce que l'on appelle un mandat strict. C'est-à-dire qu'ils ont ce statut de réfugié, quel que soit le pays dans lequel ils vont habiter. Hein, ça ne se remettra pas en cause. Alors ensuite, à côté du statut de réfugié, il existe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce que l'on appelle la protection subsidiaire. Alors, c'est quoi et pour qui existe cette protection? Eh bien, pour les personnes qui sont exposées dans leur pays à des risques réels de peine de mort, torture, traitement inhumain ou dégradant. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les étapes de cette démarche de demande d'asile. Alors, ce petit schéma, est-ce qu'il est lisible? Oui. Bon, donc, vous voyez le monsieur tout à fait en haut, à gauche. Le monsieur blond, c'est le migrant, d'accord? Il arrive et il doit rapidement, après son arrivée, s'adresser à ce qu'on appelle la SPADA. Alors, comme vous le voyez, la SPADA, c'est la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Alors, pour les migrants qui arrivent à Niort, par exemple, ben, la SPADA, c'est à Poitiers. Et la SPADA à Poitiers, elle est tenue, je ne sais pas s'il faut dire tenue, mais enfin bon, elle a été confiée à une association qui s'appelle Coalia. Donc, les migrants qui arrivent à Niort rencontrent des personnes qui sont en capacité de leur dire qu'il faut qu'ils aillent donc à Poitiers, à la SPADA ou à Coalia, on peut leur dire Coalia, hein, pour chez nous ce sera la même chose, pour faire leur déclaration. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ce premier rendez-vous? Ils vont d'abord être enregistrés comme migrants. Hein. C'est le premier point. Ils vont être répertoriés comme migrants. Et on va également leur fixer ou les orienter vers un rendez-vous vers le deuxième personnage qui est assis, tout à fait dans l'angle à droite, en haut à droite. Et cette personne qui est assise au bureau, là, avec son écran devant les yeux, elle est au guichet unique pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire le GUDA. Alors le GUDA, guichet unique pour les demandeurs d'asile, c'est un bureau qui se trouve à la préfecture de Poitiers. Hein. Donc la personne migrante arrive, elle aura un rendez-vous au GUDA. Elle va aller au GUDA, guichet unique pour les demandeurs d'asile, et là, on va lui remettre un dossier qu'elle devra renseigner, hein, son dossier de demande d'asile, précisément. Hein. Et en même temps, va lui être donné... Je cherche une petite note. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc le dossier va lui être remis et en même temps lui sera donné une attestation de séjour, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi un récépissé, ce qui veut dire que durant sa démarche de demande d'asile, elle sera en situation régulière. Si elle est contrôlée par la police ou ainsi de suite, eh ben, elle n'est pas en situation irrégulière. Hein. Donc elle a une sorte de protection pendant la durée de sa demande. Cette première attestation a une validité de 1 mois, mais on va voir un peu plus bas que ça va être ensuite prolongé. Donc là, la personne a reçu son dossier, il faut le renseigner ce dossier. Alors, le renseigner, je ne vous dirai pas tous les éléments, d'une part j'oublierai sûrement des mots, enfin des parties, mais bien entendu il faut énoncer son identité, il faut énoncer d'où on vient, il faut énoncer le parcours qu'on a fait pour arriver jusque-là, etc. Et il faut également préparer ce que l'on appelle le récit. Alors, le récit, c'est... enfin, la personne qui témoignera tout à l'heure sera mieux placée que moi pour parler de ça, peut-être. Hein. Mais le récit, c'est la raison qui fait que je viens ici pour essayer de trouver une protection. Et il faut le savoir, ça c'est quelque chose qui est parfois très difficile, hein, puisque ce sont des personnes qui arrivent après un parcours particulièrement houleux, on va dire en général, et après avoir vécu des événements souvent extrêmement difficiles. Donc arriver à en parler, c'est quand même
difficile et compliqué. Sans compter qu'il y a parfois en plus le problème de la langue. Donc, il y a au moins une possibilité, mais il y en a peut-être deux. La personne peut revenir vers la SPADA, et la SPADA peut aider à la... Et là, c'est son travail d'ailleurs. Hein, la SPADA peut aider à la constitution de ce dossier. Ça arrive également que nous-mêmes, enfin c'est arrivé quelquefois qu'à Hardy, on aide également. Mais enfin, nous, on les voit surtout après. Hein, après cette démarche. Quand ça a échoué, nous, on les voit à ce moment-là. Donc là, ce formulaire, ce dossier doit être remis au bout de 21 jours. Il y a un délai de 21 jours entre le moment où la personne est allée chercher son dossier et le moment où elle doit le remettre à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc ce dossier doit être envoyé à l'OFPRA et la personne qui l'envoie, donc c'est souvent la SPADA qui le fait, hein, mais le migrant lui-même recevra en retour une lettre d'enregistrement à l'OFPRA avec un numéro d'enregistrement. Hein. Oui, il y aura donc, comme on le voit, après un passage à la préfecture pour le renouvellement de l'attestation de séjour et avec un récépissé. Le deuxième récépissé, comme je vous le disais, il y avait un deuxième récépissé qui, celui-ci, dure 9 mois. Hein. Et il peut ensuite être renouvelé tous les 6 mois. Et au bout de tout cela, eh bien, la personne va être convoquée à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est à Paris. Hein. Donc il faut prendre le train. Vous voyez un peu le trafic que ça peut faire pour des personnes qui sont en situation difficile. Donc à l'OFPRA, la personne est entendue. Elle peut se faire accompagner par un avocat ou par des membres d'une association. Et elle présente donc sa situation. L'instruction du dossier prend entre 3 et 6 mois. Pendant ce temps, la personne est toujours protégée, hein, elle est toujours en situation régulière, et ensuite, elle a la réponse. Alors la réponse, ou bien elle est négative, et à ce moment-là, elle n'a pas donc le statut de réfugié, ou elle est positive. Si elle est positive, impeccable, elle a le statut de réfugié. Si la réponse est négative, elle peut faire un recours, et ce recours se fait assez rapidement, enfin dans les mois qui suivent, auprès d'un organisme qui s'appelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui se trouve également en région parisienne pour ce qui nous concerne. Donc là, il y a un délai de 5 mois, enfin le délai qui est inscrit, il est noté 5 mois, c'est parfois plus long que ça, hein, c'est pas toujours 5 mois pile poil. Voilà. Voilà, donc la personne, son dossier est présenté à la Cour nationale des demandeurs d'asile, et là, la réponse, encore une fois, est ou positive ou négative. Et selon la réponse, bien sûr, la personne a obtenu le statut ou ne l'a pas obtenu. Alors, 2 mots très rapides sur la procédure accélérée. La procédure accélérée, dans la procédure accélérée, la décision de l'OFPRA est donnée sous 15 jours après le dépôt du dossier, et si on recourt auprès de la CNDA, la réponse se fait sous 5 semaines, c'est donc beaucoup plus rapide. Hein, et les cas d'application de cette procédure accélérée, si le demandeur vient d'un pays dit sûr, eh bien, il passera en procédure accélérée. Si c'est une demande de réexamen, ce qui existe quelquefois, hein, la personne, une fois qu'elle a eu une réponse négative, elle a des éléments nouveaux et elle fait une demande de réexamen. Mais aussi, ça peut arriver aussi que la procédure la demande soit mise en procédure accélérée selon la décision du préfet, mais ça dépend donc des préfets, si le migrant n'a pas déposé son dossier dans les 90 jours après son arrivée sur le territoire français. Bon, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Donc voilà pour ce qui est du parcours du demandeur d'asile, et je vais passer la parole à Mohamed pour qu'il puisse nous dire, lui qui a suivi ce parcours, comment ça s'est passé. Oui, je vous présente Mohamed Sissé, qui est né en décembre 1999, donc il n'a pas encore 23 ans. En 2016, son père, imam du village près de Bokeh, en Guinée-Conakry, est tué par une voiture de la société chinoise qui exploite les mines de bauxite. Il vous racontera un peu dans quelles conditions ça s'est passé. En 2017, il part
il traverse le Mali, le Burkina, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. Il est arrivé, et puis il arrive le 15 août 2018 en France. Non, il arrive le 15 août 2018 en Espagne, puis en France. Il fait une demande d'asile, donc à son arrivée en France, et il a un rejet de l'OFPRA, donc au mois de mai 2019. Et c'est là qu'il vient nous voir à une permanence d'Hardy pour qu'on l'aide pour faire le recours à la Cour nationale du droit d'asile. Et on l'aide donc à faire son récit. Et heureusement pour lui, il a une réponse positive. Donc, il obtient le statut de réfugié. Nous, on l'accompagne, on a continué à l'accompagner, mais maintenant il est indépendant, il a du travail, etc. On l'a accompagné dans la période entre lorsqu'il a fait sa demande à la CNDA et la demande et lorsqu'il a eu la réponse. Mais il va vous faire partager son expérience et puis vous pourrez lui poser des questions ensuite. Voilà. On va lui donner le deuxième micro, comme ça il peut parler lui aussi. Moi j'ai fini. Bonsoir à madame, monsieur. C'est tellement immense plaisir d'être là aujourd'hui et vous annoncer mon parcours. En fait, moi je m'appelle Cissé Mohamed, je viens de l'Afrique de l'Ouest, précisément la Guinée-Conakry. J'ai quitté la Guinée, le pays là où je suis né, de poursuivre mon aventure à l'effet des causes à propos de mon père. Il a eu l'accident à une société chinoise qui sont en Guinée, qui sont venus là-bas, donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de droit là-bas. En fait, j'ai eu la douleur, le décès de mon père. C'est pour cette raison qu'on a fait des choses, des choses que ça ne fait pas. Donc, sur la loi quand même. Mais, à cause de ça, j'ai fait des choses avec mes compatriotes. On a fait tout possible pour quitter au pays. Je suis quitté en Guinée le 2017 pour suivre mon aventure de passer Mali, Burkina, Niger, Algérie et Maroc. Après Maroc, là, j'ai passé dans la mer pour traverser en Espagne. Après, je suis arrivé en France en 2018, le 21 août 2018, à Niort. Donc, en fait, j'ai fait mes démarches à Niort, demandé d'asile. J'ai passé, ils m'ont donné le rendez-vous, j'ai passé à Poitiers, donc on m'a convoqué à Paris, à l'OFPRA. La réponse c'est négatif. J'ai passé à l'ADI pour m'aider d'avoir sur mes dossiers, parce que moi je ne sais pas trop. Donc ils font leur mieux de m'accompagner jusqu'à j'ai obtenu mon statut de réfugié. Donc en fait ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé quand même. Donc je suis vraiment content d'eux, très sincèrement. Merci. On va peut-être prendre quelques minutes pour faire quelques échanges avec la salle. Hein, je te le rendrai. Merci d'abord, parce que c'est peut-être pas... merci il était important pour nous qu'il n'y ait pas que la parole de l'Hardy, mais qu'il y ait aussi ce que nous appelons des témoins, des gens qui viennent témoigner. Alors, on
va passer à la salle pour passer quelques questions, soit à Mohamed, soit... ça y est, je me rappelle. Roselyne, excuse-moi. Soit à Roselyne, ou enfin ceux qui ont déjà parlé, on continuera après, mais pendant que vous avez vos questions en tête, on va le faire maintenant. Moi j'avais pour commencer juste une question. Donc ça s'est fait pour vous en 2 temps. D'abord la demande normale, on va dire, qui a été rejetée, puis ensuite le recours à la CNDA. Ouais, ça, Et au moment du recours normal, de la première démarche, vous avez été accompagné par quelqu'un aussi, ou vous avez fait ça tout seul? En fait, Attends, reprends le micro. en fait, j'ai fait ça moi sur le... Il y en a plusieurs, c'est vrai. J'ai fait ça moi sur le... Dès que j'ai eu le résultat, j'ai passé à Qualia. Donc, il fait ce qu'il peut faire. Mais en fait, comme moi j'étais à New York ici, donc j'ai pas de quelqu'un qui va m'aider, j'ai pas l'organisme qui va m'aider. Donc, avec la connaissance de mes... Donc, avec mes connaissances, ils m'ont dit à Hardy, ils vont s'occuper de ça. Donc, c'est pour cela que j'ai passé à Hardy. Il m'expliquait mon parcours avec mon histoire. Donc, j'ai rencontré tout et il me dit, donc, en fait, il peut m'aider. D'accord. Ben, c'est-à-dire que dès le début de la démarche normale, vous n'aviez pas, en dehors de l'Hardy ou d'autres associations, vous n'aviez pas de gens, soit de famille, soit d'amis, qui puissent vous accompagner pour faire ces démarches un peu complexes, un peu difficiles. Non, hein, ouais, voilà. oui. D'accord. C'est cet aspect-là, parce que je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes comme ça. Parfois, des gens ont de la famille, mais parfois, les gens ont personne sur qui s'appuyer pour Ouais, il y a faire les démarches. personne qui m'appuie pour mes démarches. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Mohamed ou pour Roselyne? Ça veut dire que vous n'avez pas été pris? Attends, je vais lui donner Oui. celui-là, puis tu vas prendre celui-là. Mets-toi debout. Oui, non, c'est tellement pour poser la question. Vous n'avez pas été pris en charge par un CADA, Non, pas un cadavre. Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Non, mon accueil c'est à Qualia. D'accord. Moi je n'ai jamais été à Qualia. Qualia, c'est la Spada. Qualia, oui. Il faut Oui. expliquer. Il faut peut-être expliquer que tu veux le faire? Bon, c'est ton domaine. Bon, il peut aussi bien que moi, mais bon. Oui, Qualia, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association qui fait vivre, à qui on a confié la Spada. L'accueil, c'est-à-dire le premier accueil, voilà. Mais Qualia n'est pas... voilà. Donc vous, c'est Qualia qui vous a aidé. Ouais, C'est ça. C'est ça. Alors c'est vrai que dans la situation que décrit Mohamed, souvent les personnes qui ont été prises en charge par la Spada et donc par Qualia, et bien ensuite, ici sur Niort par exemple, elles sont hébergées par le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, que certains parmi vous connaissent sans doute. Et au sein du CADA, il y a des personnes, des accompagnateurs, dont c'est le travail justement d'accompagner. Mais certains, alors ça a peut-être été votre cas, ne bénéficient pas de ce... Moi, je n'ai pas bénéficié Voilà, de mes cas. de l'hébergement, Oui. donc pas de l'accompagnement. Pas de- Voilà, et ça c'est compliqué effectivement quand on est tout seul. Voilà. Je ne sais pas si ça répond... Oui, c'est assez clair. Oui. D'autres questions? Oui. Alors on va monter là. Pour, Ah bon, je vais y aller, je vais y aller. Tu montes avec le micro pour que la personne pose sa question. C'est là que on voit Roselyne qui a le souffle. Bonsoir, je m'appelle Aïcha, je suis étudiante au lycée La Venise Verte. J'effectue un BTS SP3S, donc service prestation secteur sanitaire et social. Et j'avais une question du coup au niveau du parcours. Je voulais savoir pourquoi la ville de Niort, est-ce que vous saviez que vous allez avoir plus d'aide qu'une autre ville, enfin grâce je sais pas, aux contacts que vous aviez, aux connaissances, ou juste vous êtes arrêté à Niort, enfin comment ça s'est passé? Pourquoi Niort? Pourquoi arriver à Niort? En fait, pourquoi je suis arrivé à New York? Parce qu'il y a plein de villes en France. Parce qu'en fait, moi, je connais à New York depuis que je suis en Guinée. À travers du football,
Parce que je regarde tout ça, les clubs, tout ça là, je regarde tout ça là. Les chamois. Ah, ça, deuxième division, c'est à cause de ça et que je ne suivais pas sur moi quand même. Moi, je n'ai jamais, j'ai pas aimé d'être en grande ville quand même. Donc, je commence toujours en ville. En fait, c'est pour cela que j'ai choisi à New York, parce que je connais déjà New York depuis. Ok. Une autre question, d'autres questions sur le parcours de Mohamed ou plus général? N'hésitez pas. On revient, on aura d'autres occasions de poser des questions, mais... Ah, il y a quelqu'un qui avait levé? Oui, il y en a une là. Bonsoir. Et comment est-ce que tu as réussi à te loger? Parce que tu es arrivé à Niort, mais tu n'avais pas de logement. Le CADA, ça offre un hébergement? Oui, en fait, pour le logement, lorsque l'OFI m'ont versé à chaque mois, ils nous donnent 420, 430 euros par mois. En fait, la situation, il y a de mes connaissances aussi, ils ont la même situation que moi. En fait, on a fait pour réunir 3 personnes pour prendre la colocation. Donc c'est pour cela qu'on a fait la colocation de survivre là-bas. Donc c'est pour cela que je m'en sorti jusqu'à aujourd'hui. Tu peux expliquer la date quand même? Alors, je préciserai que, effectivement, quand les migrants arrivent et qu'ils demandent l'asile, ils sont donc pris en charge, comme on l'a évoqué, par le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, hein, qui est à Niort, qui existe à Niort. Cependant, le CADA, parfois, ils n'ont plus d'hébergement. Hein. Donc, quand il n'y a plus d'hébergement disponible, la personne demandeuse bénéficie, comme ça a été le cas de Mohamed, semble-t-il, bénéficie donc d'une prestation financière, l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, l'allocation aux demandeurs d'asile, qui, en principe, lui permet de se loger ailleurs. Oui, précision. En fait, tous les demandeurs d'asile, à peu près, perçoivent l'aide aux demandeurs d'asile, mais le montant dépend de selon qu'ils sont logés en CADA, j'expliquerai, mais on ne va pas rentrer dans les détails, selon qu'ils sont logés dans un CADA ou s'ils ne sont pas logés. Effectivement, certains demandeurs d'asile n'ont pas droit à l'ADA parce qu'ils ont refusé les conditions d'accueil. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. 90 jours aussi, Voilà. elle a oublié. Il y a également La ça. demande se fait dans Mais on va pas, non, mais on va pas rentrer dans tous les détails. Peut-être qu'on va passer. On continue, voilà, on continue. Voilà. Merci. Donc Bernard va nous parler maintenant Vous restez avec nous. De toute façon, il y aura du peut-être droit au d'autres questions. séjour. Hein. Au départ, vous avez dit qu'il y avait 2 grandes catégories, l'asile, le droit au séjour. Ben, on va passer maintenant sur le droit au séjour. Et après, on aura également un témoignage de personnes qui ont fait une demande de droit au séjour et qui vont nous expliquer un petit peu leur parcours aussi. Voilà, merci. Parce qu'il y a trop longtemps qu'il est sur. Ouais, Il faut le faire bouger. il a chaud. Ça va venir. Voilà. Vous l'avez? Oui, oui, c'est Moi je l'ai pas. la troisième diapo. Ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai pas. Reviens en arrière. Voilà, Voilà. c'est bon. Bon, bah je vais prendre mon texte parce que j'ai pas sous Et les yeux. ce que tu peux faire, c'est te lever et puis tu le verras. Ah bah oui. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec nous, je pense. Donc on va laisser le gardien s'en occuper. Parce que c'est dans le hall pour le moment. Donc il n'y a pas trop de soucis. Bon, je vais aller voir. Je pense que c'est par rapport aux portes du hall. Bon, bonsoir, moi je suis Bernard. Il y a de l'ambiance ici. Hein. Je vais m'écarter un petit peu.
train d'intervenir. Donc, je dois vous parler donc de cette deuxième grande partie qui concerne le séjour. Tu veux qu'on attende la chaise peut-être? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. L'accueil des étrangers, situation irrégulière en France. Oui, parce que très souvent, on va pas trop vite. Très souvent, les gens que nous recevons à l'Hardy, il nous arrive justement de l'échec de l'asile. Donc ils sont déboutés du droit d'asile, comme on dit, et ils nous arrivent ici, chez nous, à nos permanences, en disant ben, qu'est-ce que je dois faire? J'ai reçu un courrier de la préfecture, je suis perdu, on me demande de quitter le territoire français. Bref, ils viennent nous voir. L'objet de cette présentation, c'est donc de vous montrer comment nous, à l'Hardy, nous essayons d'apporter une réponse à leur demande, en fait, hein, de personnes perdues. Donc on rencontre des situations très diverses, très variées, mais comme je vous dis, souvent c'est des gens qui sont en échec de l'asile, mais dans le concret, c'est des situations effectivement très très différentes, un peu comme celle que Mohamed nous a montré tout à l'heure, mais vous voyez qu'il peut y avoir des parcours très très variés. Donc l'objectif, c'est accompagner la personne ou la famille étrangère dans sa démarche en vue de déposer auprès de la préfecture du département une demande de titre de séjour qui correspond à sa situation. Ah, ça va mieux, hein? Je parlerai un peu moins fort. En fait, on fait ça exprès pour que ce soit mieux après. Oui, oui. Non, c'est pour l'ambiance, je dis. Alors, les moyens, nous nous appuyons sur ce qu'on appelle le CESEDAS, qui est le Code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile. C'est le code qui gère tout ce qui concerne ce dont nous parlons ce soir. Donc pour venir vivre en France, la manière la plus normale, si on peut dire, c'est celle qui est en vert. C'est vous êtes dans votre pays, vous demandez un visa long séjour, en général c'est d'1 an, et vous trouvez un employeur, et puis voilà, si vous arrivez à avoir tout ça, vous arrivez. Bon, il se trouve que ceux qu'on rencontre, c'est pas ceux-là. Ceux qu'on rencontre, c'est ceux qui sont ici déjà et qui veulent obtenir un titre de séjour. Parce que c'est la seule solution en dehors de l'asile, j'entends. Hein. Alors, le parcours administratif de la personne migrante en France, qui arrive pour avoir un titre de séjour, l'organisme tutélaire, je crois qu'on peut parler comme ça, c'est la préfecture. Donc on doit déposer un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du département où on habite. Alors quand le dossier est complet, on reçoit un récépissé de la préfecture. Ça signifie qu'il y a soit on vous demande des pièces complémentaires parce que vous allez être convoqué pour ce récépissé, soit on vous demande des pièces complémentaires, soit on vous met sous presse le fameux titre de séjour, qui est une petite carte style format carte bancaire, sur laquelle sont indiqués tous les éléments qui vous concernent. Donc la carte de séjour provisoire de 1 an que vous recevez, vous êtes convoqué là aussi pour aller la chercher, qui peut être renouvelable 1 an, ou renouvelée par une carte de séjour pluriannuelle de 2 à 4 ans, qui elle également est renouvelable. Donc il y a quand même j'en parlerai peut-être plus loin, je crois. Il y a un passage entre le 1 an et la carte pluriannuelle qui fait que ça ne se passe pas toujours bien. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait un niveau de français et qu'elle ait satisfait au test le mot républicaine, de connaissance des conditions de la vie républicaine. Voilà, enfin, c'est ça. Donc ensuite, quand vous avez eu vos cartes pluriannuelles, renouvelable, vous pouvez obtenir une carte de résident de longue durée Union Européenne, UE, qui est de 10 ans. Donc là aussi, il y a des conditions particulières pour obtenir cette carte, dont un niveau de français qui est encore supérieur. Alors, la naturalisation possible, je l'ai mis un peu plus bas parce que c'est un parcours qui peut être parallèle, qui est lié à d'autres conditions, voilà. Alors, la présentation générale, les différentes formes de titres de séjour. Alors, il y a comme Jean-Paul l'a dit un peu tout à l'heure, il y a des
je me suis un peu calqué sur le format officiel. C'est-à-dire, il y a les titres de séjour famille, les titres de séjour pour le travail, et on va dire d'autres types de séjours, hein, genre, bon, d'autres, vous verrez, c'est assez varié. Et également l'admission exceptionnelle au séjour. Donc tout ça, ça concerne les différentes formes de titres de séjour. J'en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Et j'ai mis en bleu ce qu'on appelle les mesures coercitives et recours. Donc, bon, j'en parlerai plus tard, hein, ça sera dans le chapitre tout à la fin de mon intervention. Alors, donc là, dans les titres de séjour famille, il y a le titre de séjour vie privée, vie familiale. C'est-à-dire que la personne, quand elle aura obtenu ce titre de séjour, elle aura sur sa carte décrit vie privée, vie familiale. Alors, j'ai marqué des situations d'exception et très diverses. Il n'y a pas une définition précise du titre de séjour vie privée, vie familiale, mais une multitude de situations qui sont... voilà, j'en ai listé quelques-unes à côté pour vous donner des idées. Par exemple, avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, ça veut dire que, en gros, on a vécu avec ses parents qui étaient ici. Hein, voilà. Non. Pas forcément, mais c'est les enfants mineurs qui ont été... Non, non, pardon, qui ont été confiés à l'enfant... Oui, enfants mineurs, voilà. Oui, oui, pardon. Mineurs non accompagnés, donc ça parle ici aux gens de l'immigration. Avoir des liens personnels et familiaux en France, parents d'enfants français mineurs. Alors, parents d'enfants français mineurs, ça signifie que l'autre parent n'est plus là, disons, mais il arrive très souvent qu'effectivement, il y ait des gens qui ont eu des enfants avec un ou une française, et voilà, il y a des enfants qui sont français. Marié à un ou une française, à chaque fois, vous voyez, il y a des articles de loi. Pacsé à un ou une française, conjoint d'un étranger ayant déjà un titre de séjour. Tout ça, c'est des conditions qui sont définies, qui sont précises. Voilà. Le regroupement familial. Donc, deuxième partie qui concerne donc les titres de séjour famille. C'est quoi le regroupement familial ? Vous êtes une personne qui est arrivée en France, qui vous êtes installée en France, et vous voulez faire venir votre famille. C'est ça. Donc, la famille, c'est qui? C'est le conjoint marié, les enfants mineurs, nés dans ou hors mariage, mais filiation légalement établie, et les enfants adoptés officiellement. Mais c'est la petite famille, hein, c'est pas les grands-parents, c'est pas les petits-enfants, c'est vraiment cette petite famille, dans le regroupement familial dans le CESEDA. Alors, regroupement familial, conditions à remplir par l'étranger résidant en France. Donc il faut des conditions très précises, 18 mois en France du demandeur. Alors ces 18 mois, ça ne veut pas dire 18 mois du jour où vous êtes arrivé en France, parce qu'on s'est rendu compte, ou vous allez vous rendre compte que entre le moment où vous arrivez et le moment où vous avez un titre de séjour, il peut se passer entre 6 mois, 1 an, voire plus. Hein, voire plus. Donc c'est 10 mois de présence officielle en France avec un titre de séjour. C'est-à-dire que si vous avez avec un titre de séjour minimum d'1 an, mais c'est déjà le deuxième, hein, si on compte bien. Il faut avoir des ressources stables et suffisantes, un logement normal, salubrité et équipement. J'ai vraiment résumé, hein, parce que quand on regarde les textes, si vous êtes un couple ou si vous êtes un couple avec 3 enfants, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc en termes de conditions pour faire venir la famille, il faut vraiment faire ces calculs de tout cela. Et je vous ai mis en face un exemple de procédure. Donc pour vous dire, parce que très souvent dans le CESEDA, on a des procédures comme ça qui sont très précises dans les textes, pas toujours très précis dans l'application. Bon, donc dans le cas du regroupement familial, la personne qui veut faire venir sa famille dépose son dossier à l'OFI avec une quantité de papier assez importante. Il y a une semaine, j'ai accompagné une personne comme ça pour lui expliquer un peu les différentes pièces qu'il fallait fournir pour faire venir quelqu'un
dans le cadre du regroupement familial. Pendant 1h20, 1h30, on a potassé tous les trucs pour essayer de tout vérifier, quoi. Donc c'est assez compliqué, mais bon, ça se fait. Le dossier est instruit par la préfecture qui prend la décision après consultation du maire de la commune de résidence. Ça veut dire que le maire, effectivement, il a son mot à dire. Il peut aller voir la famille, enfin bref, il y a des enquêtes qui peuvent être faites sur la famille. Pardon ? Il prend les mesures du logement. Bah, il y a toutes les mesures du logement, il y a, enfin oui, parce qu'il y a des mètres carrés à chaque fois. Hein. Je ne vous donne pas le détail parce que je ne les ai pas en tête, mais à chaque fois c'est très précis. Hein. Donc il y a une décision du préfet qui est motivée par écrit, et si oui, une délivrance d'un visa long séjour portant mention regroupement familial. Les visas sont délivrés par l'ambassade du pays, évidemment, d'où viennent les personnes. Et la famille doit arriver dans les 3 mois. Donc ça, c'est la procédure, c'est quand tout va bien. Sinon, ils ont mis dans le droit, je crois, motivation du refus de la part du préfet. Mais si après 6 mois, pas de réponse, demande rejetée implicitement. Ça veut dire que dans ce cas-là, je ne sais pas comment le préfet il peut motiver, mais bon. Recours gracieux, possible, hiérarchique ou administratif. Gracieux, ça veut dire auprès du préfet, hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur et administratif auprès du tribunal administratif. Voilà. Pour obtenir une carte de séjour temporaire travail, donc autre chapitre sur un autre type de carte de séjour. Ici, trois exemples seulement sur les mentions qui vont apparaître donc sur la carte. Il y aura la mention salarié ou travailleur temporaire ou entrepreneur profession libérale. Rapidement, c'est probablement pour les gens qui arrivent le titre de séjour le plus facile à obtenir. Pour nous, en tout cas, c'est celui qu'on conseille le plus souvent, je dirais. Après, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que la personne obtiennent une promesse d'embauche, hein, parce qu'un travailleur qui n'a pas de papier n'a pas le droit de travailler en France. Hein. Donc, partant de là, la condition avoir un contrat de travail est très difficile à obtenir, vous pouvez comprendre. Mais il y a quand même des gens qui y arrivent. Bon, voilà. Alors, une promesse d'embauche que l'employeur, le futur éventuel employeur, dépose à la préfecture. On demande l'autorisation finalement à employer un travailleur étranger, parce que la loi donne un certain nombre de conditions pour cette employabilité. Donc il faut déjà vérifier qu'on n'emploie pas des Français dans les mêmes conditions. Enfin bref, là aussi il y a des textes. Et donc quand au bout d'un moment, donc, la préfecture donne un avis favorable ou défavorable à l'emploi de cette personne, qui alors peut faire sa demande de titre de séjour. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour tout ce qui concerne le travail salarié, travail temporaire également, sauf que là, c'est un CDD ou un détachement limité à 1 an, renouvelable en fonction du contrat. Pour les entrepreneurs profession libérale, il faut avoir un dossier dans lequel le projet doit être économiquement viable. Moi, je n'en ai pas rencontré pour ma part, je ne sais pas vous, les autres, je ne sais pas. Autre type de séjour temporaire. Donc là, on les cadre un petit peu moins facilement dans les 2 chapitres précédents, famille, travail, quoique mention étudiant, étudiant concours, stagiaire, jeune au pair, ces EDA apparaissent plutôt au niveau travail. Donc mention étudiant, Jean-Paul nous a dit tout à l'heure, hein, je crois que c'était dans tes chiffres, que c'était un des titres de séjour les plus fréquents. Les gens qui viennent pour étudier en France. Hein? Je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit. Bon, je ne sais pas si tu l'as dit, moi je le savais. Étrangers malades, on en voit aussi un certain nombre qui viennent en France pour se faire soigner, mais là aussi il y a un ensemble de procédures, j'en fais grâce, mais ça passe également par l'OFII, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'OFII, j'en ai parlé, mais c'est l'Office français d'intégration et d'immigration, ou d'immigration et d'intégration, je ne sais plus. Enfin, c'est un office français, un office comme l'OFPRA, qui s'occupe particulièrement donc des réfugiés. Alors, on peut tout simplement peut-être. Oui, vas-y, Jean-Paul. Simplement sur les étrangers malades, ça suppose que la personne ne puisse pas, dans son pays, trouver les moyens d'être soigné. Voilà. Donc, il y a quand même un cadre très strict. Donc, il y a un collège de médecins officiels
qui vont statuer sur le dossier au niveau de l'OFI. Et il y a des échanges privés entre les médecins, le médecin traitant donc de la personne et les médecins de l'OFI pour savoir si on doit... Enfin, à ce moment-là, les médecins donnent un avis, l'OFI donne un avis, et c'est la préfecture toujours qui décide. Donc la préfecture a beaucoup de pouvoir de décision, hein, autonome. Voilà. Alors j'ai mis là également la mention retraité. Oui, si vous avez travaillé en France, mais oui, si vous avez la possibilité aussi d'avoir des revenus suffisants. Hein, c'est comme ça souvent que ça se présente quand c'est... victime d'infractions, violence familiale ou conjugale, traite des êtres humains, proxénétisme, eh bien oui, ça existe, j'en ai vu. Voilà, moi j'en ai vu, je pense que les autres aussi. Voilà. Alors l'admission exceptionnelle au séjour, deux cas de figure. Le cas, je veux dire à gauche, vous avez circonstances exceptionnelles, c'est dans le CESEDA, donc on retrouve des articles dans le CESEDA. Mais si vous lisez bien, faire valoir des considérations humanitaires ou le motif exceptionnel. Donc les considérations humanitaires, motif exceptionnel, ça on en voit, hein, je crois pratiquement tout le monde. Mais il faut également justifier d'activités dans l'organisme pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficulté ou activités solidaires, par exemple en temps de Covid. Ça, c'est la dernière marque là. Donc il faut à la fois avoir un motif exceptionnel, c'est-à-dire être dans la... Voilà, et puis s'occuper des autres. Je ne sais pas comment on fait, moi, je sais pas. Deuxième cas, donc il y a quelques années, vous allez vous rappeler de M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur. Il a pondu une circulaire qui fait encore vigueur, qui est très utilisée encore dans les préfectures, je crois, d'après ce que je comprends, et qui permet de boucher les trous du CESEDA. Moi, c'est ma traduction, hein, c'est personnel. C'est-à-dire que ça permet de la régularisation de personnes en particulier qui peuvent avoir plusieurs années de présence en France sans qu'il y ait eu de solution. Donc il y a un certain nombre de possibilités. On y regarde nous aussi, hein, puis on essaie de faire valoir ça des fois. Voilà. Tu veux dire quelque chose de plus? Les gens qui vont témoigner tout à l'heure ont bénéficié de cette procédure. Voilà. Les gens qui vont témoigner tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Bon, justement, ils en parleront. Voilà. Ils en parleront, d'accord. Donc on va passer à la partie suivante. J'ai fini de parler de la partie séjour. Et là, c'est bon, on va pas trop vite. Ah pardon. Donc là, on est dans les procédures administratives. C'est le chapitre bleu, hein, vous reconnaissez. Hein. Donc procédure administrative d'éloignement. Donc le CESEDA, il y a beaucoup de choses qui sont coercitives. Hein. Donc vous avez déjà remarqué que c'est très compliqué d'obtenir un titre de séjour. Rien que dans les textes, en regardant par quel parcours il faut passer. L'OQTF, oui, sans doute que vous avez entendu parler, on en parle assez souvent à la radio, je sais pas. C'est l'obligation de quitter les territoires français. Donc, je vous expliquerai un petit peu. Et son petit cousin ennemi, enfin, ennemi-ami, je sais pas, l'IRTF, c'est pas l'ORTF, hein. C'est l'interdiction de retour sur les territoires français. Quand vraiment on veut pas que la personne soit en France, eh ben, on l'interdit de revenir. Hein. Donc c'est terrible. Et comme tout est informatisé, maintenant on vous retrouve facilement. Hein. Alors l'OQTF. Deux situations qui amènent une OQTF, dont vous avez peut-être deviné si vous avez bien suivi. Le refus du séjour, je viens vous en parler, parce que le préfet il a la possibilité d'accepter le séjour, mais il a la possibilité de le refuser, pour des raisons qu'il ne nous donne pas toujours d'ailleurs, ou qu'il ne donne pas toujours aux personnes. Ça dépend, bon, c'est pas toujours très clair. Donc, l'échec du retour... Oui, bon, il y a des bruits bizarres là. Non, c'est dans le haut-parleur. D'accord. Bon, bah, je continue. Le refus du titre de séjour, donc, et le refus du droit d'asile, comme Roselyne vous a dit plus tôt. Donc, la préfecture, c'est toujours elle qui envoie ce courrier après un refus, que ce soit de l'OFPRA ou un refus de sa part pour ce qui concerne le séjour. Et dans ce courrier, tout à la fin, eh bien, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire français.
Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Je vous dis, ce soir, il y a de l'ambiance. Hein. Prends un micro à fil. Ah, c'est ça? Alors, des fois, ça peut. Mais mets-le bien. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est mieux là? Alors, l'OQTF. Quand vous recevez un courrier, enfin, ceux qui le reçoivent, quand vous recevez un courrier, vous avez 30 jours pour organiser votre départ. Quand vous recevez ce courrier avec l'OQTF, évidemment. Vous avez 30 jours pour organiser votre départ volontaire. Avance. Vous avez pendant ces 30 jours un recours possible, voire 15 jours après notification. Donc il faut bien regarder le courrier. Nous, quand on rencontre les gens, on leur demande leur courrier pour pouvoir le lire d'une manière précise, parce que, bon, il n'y a pas toujours une bonne compréhension de ce qui est écrit. Alors le recours se fait auprès du tribunal administratif, à Poitiers pour nous. Il a un effet suspensif. Ça veut dire que pendant ce recours, eh bien, la personne ne peut pas être expulsée. Ça arrête le compteur. Si le recours est négatif, il y a une possibilité d'appel, cette fois non suspensif, c'est-à-dire la procédure se continue, auprès de la Cour d'appel de Bordeaux. Alors, s'il n'y a pas de contestation ou si rejeté en appel, l'OQTF est applicable pendant 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, la personne, eh bien, il faut qu'elle se fasse oublier. C'est aussi simple que ça. Elle est sans papier, elle n'a aucun revenu, elle n'a pas le droit de travailler, elle n'a donc pas de logement. Voilà, elle est à la rue, voilà. Que ce soit une famille, une personne. Il y a eu des familles. Oui, question ? Une question applicable pendant 1 an, ça veut dire que au bout d'1 an, l'obligation de quitter le territoire n'existe plus. Non. C'est pas tout à fait cela, mais Jean-Paul explique. Il a dit non tout de suite. Mais... Non, Tu l'as éteint. oui, Prends l'autre filaire, prends le filaire. oui. Non, une OQTF, lorsqu'elle est donnée, elle ne peut être retirée que par celui qui l'a donnée, le préfet, ou par le tribunal. En dehors de ces 2 cas, elle le tient toujours. Par contre, elle n'est exécutable que pendant 1 an. Applicable pendant 1 an. Au-delà de 1 an, le préfet, s'il veut l'exécuter, il n'a pas nécessairement de reprendre une OQTF. Par contre, il doit reprendre un arrêté pour mettre en place la décision. Elle n'est pas exécutable. Mais c'est juridique, si pleinement juridique. Voilà. Cela dit, au bout d'un an, enfin nous on fait à peu près comme ça, on demande à la personne pendant cette année-là donc de ne pas se faire remarquer. Vous comprenez pourquoi? Parce que si elle se fait remarquer, il y a les autres mesures qui arrivent, qui sont encore plus coercitives. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième, prendre le risque de demander un titre de séjour, c'est prendre le risque de se révéler à la préfecture, donc c'est quand même risqué. Voilà, mais bon, j'avance, parce que je vois que le compteur tourne. Oui, je vais faire Jean-Paul. le préfet, je vais être coercitif. Tu me permets d'avancer, parce que c'est toi qui as... Donc, mesures en lien avec l'éloignement, préparation au départ de la personne étrangère, c'est écrit comme ça. Assignation à résidence. Ça veut dire que pendant 45 jours renouvelables une fois, la personne devra se présenter 2 fois. Enfin, c'est très variable ce qu'on trouve. C'est pas toujours la même chose, mais 2-3 fois par semaine à la gendarmerie, au commissariat de police. Et voilà, donc c'est une contrainte. Voilà, on ajoute des contraintes. 5 fois même, on a vu. Ouais, donc vous voyez, il y a plein de choses. Ou alors des fois, c'est ne pas sortir du département. Enfin bon, ça dépend des décisions. Recours possible à former dans les 48 heures. Vous voyez, coercitif. Encore l'étape après, c'est la mesure de rétention administrative au centre de rétention administrative, le CRA. Ouais, moi j'appelle ça la prison, mais bon. Préparation du départ de la personne étrangère et risque de fuite, ça c'est écrit un peu comme ça dans les textes. Durée normale 40 jours et durée maximale 90 jours. Bon, là c'est pareil, on voit des choses différentes dans la réalité. Contestation possible également dans les 48 heures. Ouais, je suis désolé d'arrêter sur des notes aussi sombres. Bon, c'est la réalité
de ce qu'on avait à vous dire malheureusement de la situation des étrangers au regard des textes en France. Merci Bernard. Alors, c'était dense, donc vous aurez peut-être des questions à poser, mais auparavant, on va demander à Marat et Asmik, qui ont donc fait ce parcours de demande de titre de séjour, de nous expliquer un petit peu leur parcours. Alors, si vous voulez bien venir là, Roselyne, tu veux bien interroger? Oui, vous vous présentez peut-être un petit peu? Voilà. Alors, voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Asmik. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Marat. Enchanté. Merci pour l'invitation. Alors voilà. Alors est-ce que dans un premier temps, Marat et Asmik, vous pouvez nous dire comment s'est passé votre parcours pour arriver à Niort? Oui. Alors, on commence. Nous sommes arméniennes, mais par contre, on vient de Russie. Près du micro, voilà. Près du micro. Oui. Alors, on vient de Russie et on a quitté la Russie à cause de plusieurs raisons. Je ne sais pas, c'est un peu long de expliquer, mais bon. On est venu en France en 2015 avec nos deux garçons qui avaient au ce moment 4 et 5 ans. Bon, maintenant ils sont grands. Voilà. Pourquoi on choisit Niort? Parce que la famille de mon mari, ils étaient là depuis 2010 déjà. Ils étaient dans une situation régularisée par CNDA. Voilà. Voilà, c'est donc la famille de Marat qui vous a amené finalement le fait qu'il ait sa famille ici, sa maman, son frère et sa sœur, je crois. Ouais, c'est ça? Oui. 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 Voilà. Mais alors Marat, je pense que quand on avait préparé, tu avais dit tu avais donné une raison concernant l'avenir des enfants qui vous a amené à venir ici. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu pourrais en oui, dire bien un peu? sûr. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que c'est possible vous me poser la question comme ça? Ah non. Allez. Si. Non, mais il peut expliquer. Le stress, je sais. Oui, le stress. vas-y. Voilà, pourquoi au début nous sommes venus, c'est à cause de nos enfants. C'est ça. À cause de nos enfants pour, comment expliquer, pour donner à nos enfants, oui c'est ça, une vie qu'on n'avait pas. J'ai vu mon père, mon grand-père, et j'ai vu mon vie. Et je suis pas content, je suis pas trop content. Et à cause de ça, je ne veux pas donner mes enfants la même vie. Ou ça doit pas respect tout le temps, toujours. Et ma mère avec ma soeur et mon frère, ils habitent ici à partir de 2010. Et toujours ma mère qui dit, ici en France c'est un pays où Oui, c'est mieux que... oui. Oui. Il y a plus d'avenir. Pour donner mes enfants bonne chance. C'est ça. Vous avez beaucoup pensé à vos enfants et à la vie que ça pouvait leur permettre d'avoir en venant ici, à partir des informations que ta maman, plus le frère et la sœur, vous apportaient. Hein, c'est essentiellement cet aspect-là qui vous a mené. Alors, vous avez d'abord demandé l'asile, vous avez été débouté, hein, c'est ça, et ensuite vous avez demandé un titre de séjour. Alors comment, voilà, est-ce que ça vous pouvez nous dire deux mots? Oui, c'est notre démarche, ça passait un peu difficile parce qu'on était refusés par OFRA et CNDA tout de suite. Et pour nous, ça a commencé une vie pas facile parce que pendant 4 ans, on était refusés par la préfecture même, en 2017, quand on a eu notre première QTF. Et c'est l'association Nardi
qui est, on vous remercie, qui a nous retrouvé dans cette situation. Ils ont commencé à faire notre démarche avec plusieurs familles, bien sûr. On n'était pas toutes seules à ces moments. Et ah oui, en 2017, pourquoi c'est commencé la préfecture? En 2017, ils ont commencé qu'ils arrêtent toutes notre démarches. Ils ne suivaient pas notre dossier, et même hébergement. Et au mars 2017, on était à la rue, avec nos enfants, vraiment à la rue. Et c'est Hardy qui nous accompagnait. Et on ne peut pas dire qu'on était hébergés, c'était un petit peu d'occupation de bâtiments. Je ne sais pas, peut-être vous avez vu dans le journal c'est ça. Il y a eu l'occupation, voilà, l'occupation de la maison des associations. Et Has Miguel Malat faisait partie des familles qui ont occupé cette maison pendant un mois. Vraiment, c'est pas facile. Je veux dire quelque chose, mais tout de suite j'ai oublié. C'est la première fois. Oui, c'est compliqué, je comprends. Oui. Malat, on parlait de l'hébergement, de la période où vous aviez été dans la maison des associations. Alors c'est peut-être en lien avec ça que tu voulais intervenir? Je sais pas. Tu peux. Oui, c'est ça. Après tout ça, après un mois de débattre avec la préfecture, on a réussi quand même d'avoir un hébergement qui nous fournit, on peut dire comme ça, l'association Sans pour an. Je vois le terme, elle est là. Il y a plein de questions. Voilà. Oui. Et donc, vous avez donc été hébergé un temps par 100 pour 1, et puis vous avez eu un titre de séjour. Oui, alors vous l'avez obtenu quand, ce titre de séjour? On a notre premier récépissé à la fin de 2018. C'est à cause de promesses d'embauche qui a été proposée par la mairie d'Échiré. C'est ça. Où on est hébergé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Et après, en 2019, on a eu notre propre titre. C'est ça. Votre durable premier... de 1 an. C'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une situation de régulier. C'est ça. On a un titre de séjour pour 2 ans déjà. On travaille. Tous les deux. Tous les deux. On travaille, est toujours content. Bon, mais c'est voilà. Vraiment, merci beaucoup tout le monde, chacune personne qui avait gardé. Vraiment, Hardy, il nous aidait beaucoup, beaucoup. Et maintenant... Maintenant, vous avez un titre de séjour. Nous avons un titre de séjour. Je travaille. Tu travailles avec ma femme. Je travaille canne à métal. Je travaille préparateur commande. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'aime bien mon travail. Je sais pas. C'est bien. Alors, merci. Oui, une petite fille est arrivée dans la maison, c'est vrai. Ah oui, maintenant on est 5 à la place de 4. Oui, monsieur, excusez-moi, je vous écoute. Je sais pas, je sors un petit peu du contexte parce que là c'est plutôt d'expliquer l'évolution de la situation administrative difficile des personnes qui ont vécu votre parcours. Moi, ce que vous m'avez raconté sur vous, ça me rappelle parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une jeune dame d'origine arménienne, qui était arménienne comme vous, et qui a séjourné avec sa famille pendant un temps en Russie, et qui n'a eu qu'une hâte de s'en aller, et de venir en France. Et est-ce que vous pourriez nous raconter, un peu quelle sorte de difficultés vous avez rencontrées, un peu ce que vous avez vécu, notamment puisque vous parliez que c'était notamment par rapport à vos enfants, qu'est-ce qui se passait finalement pour vous
en Russie qui rendaient votre vie difficile. On n'a pas trop de mal à imaginer, mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, si ça ne passe pas trop de temps par rapport au sujet principal? Ça a commencé en 2014. Notre famille il a eu un grand catastrophique. C'était au 6 janvier. La nuit, notre maison il est brûlée. Et on était dedans et heureusement c'est nos voisins qui ont vu que notre maison ça brûle et c'est eux qui ouais, c'est ça. Mais à la fin, à 7 jours, on restait à la rue, dans un pyjama, on peut dire comme ça, sans documents, sans argent, sans rien. Un incendie criminel? Et jamais quelques associations qui nous aidaient. Et vraiment, je restais dehors avec ma famille. C'est trop difficile comme... Mais c'est cette situation... Oui. T'as pas le droit de demander à quelqu'un... C'est cette situation difficile qui vous a aussi amené, c'est peut-être ce qu'on appelle le facteur déclenchant, hein, qui a fait que là vous avez dit maintenant ça suffit, on s'en va pas. Avec de la famille en France qui vous donnait de bonnes nouvelles, ça vous a aidé, si on peut dire, ça vous a poussé à prendre la décision. Oui. Voilà. Ok, merci. Alors peut-être que certains ont des questions, soit par rapport à la situation de Hasmi Gemal, soit par rapport à ce que Bernard a amené comme information. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une ou deux questions. Oui, une question. Je voulais savoir pourquoi la France refusait de... Je voulais savoir pourquoi la France refusait de donner le titre de séjour. On ne sait pas aussi. Il faudrait demander au préfet de l'époque. Demandez à la préfète. C'est ça, c'est en procédure administrative qu'il n'y a pas de réponse. Non. Enfin, il y a des dossiers, et puis les dossiers correspondent plus ou moins aux règles. C'est jusqu'à aujourd'hui, il y a une situation. Ce qu'on peut dire à l'époque, c'est dont on a parlé tout à l'heure de la circulaire Valls. La circulaire Valls a émis 2 règles pour régulariser les personnes comme eux qui étaient en situation irrégulière. D'une part, un temps de présence en France d'au moins 5 ans, et d'autre part, que leurs enfants soient scolarisés pendant au moins 3 ans. Et donc, ce n'est que lorsqu'on a pu remplir ces conditions que Barat et Asmic et d'autres familles qu'on accompagnait ont pu effectivement bénéficier de la régularisation Valls. Alors, cette régularisation elle a eu des effets bénéfiques parce qu'elle a permis de régulariser des personnes qui jusque-là n'étaient pas, mais elle a eu un effet négatif aussi parce qu'elle a édicté des règles qui jusque-là n'existaient pas et qui faisaient qu'avant, des personnes pouvaient cependant être régularisées au bon vouloir du préfet, certes, mais sans forcément avoir ces conditions à remplir. Donc voilà, il y a un peu à boire et à manger dans l'application circulaire. J'avais une question aussi, enfin, on va faire des échanges, mais j'avais une question qui va concerner Mohamed aussi, peut-être il peut rejoindre parce que on va ouvrir le débat global hein, maintenant. Très concrètement, enfin, l'une des choses qui nous a motivés, nous, au niveau de l'université populaire pour cette soirée, c'était la question de l'accompagnement, hein, sur lesquels on discute beaucoup et qui nous intéresse. Bon, je suppose qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui connaissent déjà l'ARDI, tout ça, et qui savent ce que c'est que l'accompagnement d'un étranger pour l'aider à remplir ses papiers. Mais moi, je voudrais qu'on soit très concret et que Mohamed ou vous nous disiez, commencez concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez chez ces gens et puis vous arrivez avec votre pile de papier, puis ensemble vous commencez à regarder ou vous cherchez. Comment ça se passe concrètement, l'accompagnement
par quelqu'un d'une association qui accompagne un étranger en difficulté. Et j'aimerais avoir leur réponse. Oui, je vais laisser répondre, mais seulement je vais dire que ensuite Claude va intervenir sur ce point-là de l'accompagnement. Donc vous répondez, puis Claude prendra le relais. Ouais. Par notre situation, non. Au début, on ne savait pas même qu'il existe l'organisation Hardy qui aide les gens. Mais j'oublie pas ces jours. On était en train de ranger notre bagage pour quitter notre hébergement où on était. C'était une petite chambre dans un hôtel où on était toutes les 4. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui frappe notre porte. Et c'était Monsieur Villemur avec, oui, avec un journaliste qui sont venus pour discuter avec nous, pour faire un reportage. Et voilà, ils ont expliqué qu'il y a une organisation Hardy qui aide les gens, qui prépare les dossiers, et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je connais ces gens. Et je vous remercie que je raconterai ces jours dans ma vie. Et du côté de Mohamed, comment ça s'est passé, le contact comme ça, comment... Tu veux dire quelque chose? Le contact... Comment tu as été mis en contact avec des gens pour qu'ils t'aident et comment ça se passe, l'aide? Vous vous retrouvez, je sais pas, dans un café, dans un bureau, comment vous travaillez ensemble? Ouais, en fait, j'ai rencontré un de mes connaissances à la presse. Oui. Ils m'ont expliqué au moment que j'étais la situation difficile, le moment, ils m'ont parlé des Hardy. Ils passent le voir, peut-être ils vont voir ma situation. De m'aider. C'est pour cela que j'ai pensé là-bas. Mais en fait, on doit reconnaître le bienfait pour tout le monde. Et il y a 2 personnes ici, il faut que je les remercie. Et Madame Jean. Et la première fois au moment que je suis venu ici, à Niort, c'est la dame, elle m'a aidé. Je ne peux pas oublier ça. La première fois, c'est elle qui a payé mon billet pour aller à Poitiers. Le jour-là, je n'ai rien dans ma poche. Et en fait, j'ai passé encore pour faire la bénévolat Secours catholique. Donc, Madame Agnès, elle est là aussi. Il faut que je la remercie. Et je dois remercier tout l'organisme. C'est pour cela, encore, j'ai passé 3 mois au lycée Gaston Barré pour mieux adopter, pour connaître des souches, tout ça là. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. J'ai rajouté, on est dans le Festisol et là, Emmanuel, il vient de nous parler de 2 partenaires, dont Migration. Mais bon... Le Secours catholique n'est pas dans le Festisol, il pourrait y être parce que c'est vraiment des partenaires du quotidien. Mais bon, il y en a d'autres, toutes ces associations caritatives, moi je voulais le dire là, même si bon, voilà. Il y a beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille et qui peuvent être remerciées ici aussi dans le travail qui est fait auprès des étrangers, des migrants. Voilà, mais je crois que tu veux parler, ou c'est Claude? On va laisser la parole à Claude, qui va parler de Hardy. Non, je voulais simplement remercier Marat et Hasmik pour leur témoignage. Merci à vous. Voilà. Et c'est Claude qui prend la parole donc, pour apporter son témoignage en tant qu'accompagnateur, membre de l'association Hardy. Oui, en fait, je vais vous faire un petit historique de l'association Hardy, l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés, qui au début ne s'appelait pas Hardy, mais collectif du droit d'asile, parce qu'au début c'était un collectif, et l'association n'a déposé son statut que quelques années plus tard. Donc je vais faire un petit historique de cette association qui fête ses 20 ans cette année, puisqu'elle est née en juillet 2002,
lors de l'expulsion de la famille Sanoun, une famille d'Algériens vivant à Niort et dont les enfants étaient scolarisés au collège Jean Zay, à l'école Jean Zay. À l'initiative de Claude Juin, président de l'association du Manifeste contre les idées d'extrême droite, une manifestation spontanée a lieu devant la préfecture le soir même de la décision d'expulsion de la famille. Les manifestants ne sont pas reçus par le préfet. Ils se dirigent ensuite à l'hôtel de ville pour décider de la suite à mener et pour assurer la sécurité de Kamel Sanoun et de sa famille. Plusieurs représentants d'associations et d'organisations politiques et syndicales sont présents. Après discussion, il est proposé d'installer la famille dans l'église du Clou-Boucher pour reculer la date de l'expulsion prévue dans la nuit. Et il avait été demandé à la famille de préparer leurs valises. Et donc, dans l'intervalle, on a cherché à trouver une solution. Alors, le soir, les matelas et les bagages sont apportés depuis leur appartement qui se trouve à côté de l'église. Et plusieurs militants passent la nuit avec eux. Le lendemain, un défilé ininterrompu vient prendre des nouvelles. Chacun cherche comment sortir de cette situation inédite à Niort. Cette mobilisation n'a malheureusement pas empêché le renvoi de la famille. Cette occupation d'église a duré moins de 24 heures, puisque, suite aux pressions exercées par la préfecture, Kamel Sanoun et sa femme acceptaient de sortir de l'église vers 18 heures. Mais cette mobilisation a suscité chez beaucoup de Niortais l'envie de constituer une nouvelle organisation qui soit à même de défendre les droits des migrants. Après plusieurs assemblées générales, un collectif composé de 9 associations de solidarité niortaise ainsi que d'individus s'est formé. En mars 2007, les statuts, donc vous voyez, 5 ans plus tard, les statuts de l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés ont été déposés en préfecture. Alors, son objet, c'est d'assister et de conseiller les migrants à régulariser leur situation en prenant en considération leur situation personnelle et familiale. Elle est particulièrement sensible à ce que les droits des migrants soient respectés et que leur dignité ne soit pas bafouée. C'est ainsi qu'elle veille à ce que tous les services administratifs concernés tiennent compte des cas personnels dans l'application de la loi sur l'immigration, notamment vis-à-vis de ceux dont la vie serait réellement en danger en cas de renvoi dans leur pays. Elle prend l'initiative, alors je vous lis, hein, c'est dans nos statuts, l'initiative d'action en direction des autorités locales et nationales pour que les droits humains fondamentaux, santé, logement, éducation des enfants, etc., soient respectés. L'ARDI est membre, alors ça c'est bien plus tard, de l'association 100 pour 1 Sud de Sèvres, qui existe donc depuis 3-4 ans, qui permet à de nombreux citoyens de participer à l'hébergement de plusieurs familles. L'ARDI tient une permanence d'accueil des étrangers tous les lundis après-midi. 2 membres de l'association reçoivent sans rendez-vous les personnes, souvent en grande difficulté, qui souhaitent être conseillées. Au cours de l'année 2019, nous avons reçu 316 visites de familles ou d'individus. Je cite 2019 parce que de 2020 et 2021, avec le Covid, la maison des assos était souvent fermée et donc le nombre des personnes venues aux permanences, enfin, les statistiques ont beaucoup baissé, mais on a vu 2022, on va avoir des chiffres qui vont être en pente supérieure parce que l'afflux de personnes aux permanences est vraiment très, très important. Les problèmes apportés aux permanences ne sont pas tous résolus et un accompagnement ultérieur est souvent nécessaire. Alors, autre activité d'ARDI, c'est les formations qui sont régulièrement organisées afin de mieux répondre aux situations souvent difficiles auxquelles les migrants sont confrontés.
Une réunion ouverte à tous a lieu tous les premiers jeudis de chaque mois à 18 h à la Maison des Associations. On vous invite, jeudi prochain, 18 h. Voilà, il y a de la place. En 2009, l'Ardi a institué un cercle de silence à Niort le dernier mercredi de chaque mois à 18 h sur la place de la Brèche. Par notre présence, à cette manifestation silencieuse, nous dénonçons la politique du chiffre en matière d'expulsion, les contrôles d'identité au faciès, les complications administratives qui obligent des familles entières à vivre dans la peur, la précarité et la clandestinité. L'enfermement, nous dénonçons donc l'enfermement dans des conditions inhumaines et pour des durées de plus en plus longues de ces personnes, même âgées, malades, y compris les enfants, leur enfermement pour le seul fait d'être entrés en France pour sauver leur vie ou vivre mieux. Également, des manifestations sont organisées pour s'opposer aux mesures trop injustes que nous dénonçons. Ainsi, il en a été question tout à l'heure, en mars 2017, avec d'autres organisations, nous avons occupé, avec 7 familles de migrants, donc Marat et Asmik faisaient partie, nous avons donc occupé les locaux du 2e étage de la maison des associations. Il nous a fallu 4 semaines d'occupation pour que des solutions d'hébergement soient finalement trouvées par différentes communes de la CAM. Alors l'Ardi organise également tous les ans un pique-nique début juillet dans le parc de la Tour Chabot. Ce moment convivial permet des échanges amicaux entre migrants et membres de l'association. Voici le tour d'horizon de notre association. Elle nous permet d'élargir notre regard en ouvrant un espace accueillant à des personnes qui sont souvent rejetées. Nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles, mais nous avons aussi le bonheur de partager la joie des migrants lorsqu'ils voient aboutir leurs demandes. Et là, vous avez eu 2 exemples ce soir. Merci. Prochain cercle de silence demain soir à 18 h à la Brèche. Ça doit être plus difficile l'hiver quand même. Ah ben non, on va couvrir. On met des gants, des bonnets. Bien, merci à Roselyne, Bernard, Claude, Jean-Paul, voilà, et puis tous nos témoins. Avant de terminer, quand même, on a encore quelques minutes avant de rendre la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sur un des aspects ou quelque chose sur quoi vous voudriez intervenir? Il nous semblait important de revenir sur tous ces parcours dont on entend parler assez régulièrement, mais qui sont toujours très complexes et au fur et à mesure on oublie les titres, on oublie les acronymes, on ne sait plus ce que ça veut dire, donc ça nous semblait assez important. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai pas vu de main se lever, hein, là. Ah si, il y en a une, voilà. Alors c'est toi qui as le micro volant. Où il va? Ah. Merci. Je sais pas s'il est ouvert. Ah. Voilà. C'est bon. Rebonsoir. Du coup, ça tombe bien que vous parliez des faits des mots qui sont parfois compliqués, des parcours qui sont parfois compliqués. Du coup, ma question était très simple, c'est est-ce qu'il existe un document type qui explique tout ça clairement, de façon très claire et très simple? Non mais honnêtement, parce que existe-t-il un document unique pour qu'on puisse y accéder, pour que même les personnes qui arrivent puissent y accéder et que ça soit plus évident à comprendre et plus clair tout simplement? Alors je vais laisser répondre Roselyne et Lardy. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, les conférences, les soirées de l'université populaire, on récupère les diaporamas et on les met en ligne sur le site de l'université populaire et ils sont accessibles à tout le monde. Donc déjà, vous aurez au moins ces informations-là, mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus complètes et là, je vous laisse répondre. Voilà, alors dire que c'est simple, j'oserais pas le dire. Non. Mais le GISTI
a édité ce guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Donc, on retrouve là, celui que je vous présente, c'est l'édition de juin 19. C'est la dernière, je crois. Oui. Oui. Donc là, si vous voulez, c'est le commentaire du fameux CESEDA, dont on a parlé tout à l'heure, le code de l'entrée et du séjour des demandeurs d'asile. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est présenté par chapitre. Donc si vous voulez savoir quelque chose sur le titre de séjour, vie privée familiale, vous allez au sommaire, tac, ça vous renvoie à telle page, et ça vous explique. Alors certes, il débite les textes, mais bon, ça donne quand même une idée, quoi. En tout cas, nous, on s'en sert beaucoup, parce que il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y en a quelques-unes que l'on sait et puis qu'on oublie. On a besoin de les revoir, enfin on l'a quasiment toujours avec nous. Et il y en a un exemplaire dans la salle où on fait les permanences, pour qu'en permanence, si on a besoin, on puisse se référer au texte. Alors le GISTI, c'est qui le GISTI? C'est le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui s'est donné pour objectif de faire reconnaître et respecter les droits fondamentaux des personnes étrangères sur la base du principe d'égalité. Voilà, c'est l'explication. On va laisser le bouquin là, et s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront faire la photo de la couverture pour se rappeler ce que c'est en partant. Et moi je pense que c'est le plus simple. Non, mais laissez-le là, et ceux qui veulent, ils font la photo, ils savent pour retrouver, quoi. D'autres questions? Une là-bas. Jean-Luc, force le micro, Jean-Luc. 1, 2, 3, oui. Jean-Luc, donc j'ai vécu à La Rochelle pendant 15 ans, mais j'ai vécu à Niort pendant 30 ans. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a accueilli Drissa du Burkina Faso, on l'a accueilli à la maison pendant 9 mois, et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, il faut que je me rejoigne un collectif, donc il ne s'appelait pas Hardy, il s'appelait Solidarité Migrants, mais peu importe le nom, je crois que le travail est le même. Ce que je voulais dire, c'est ça existe un peu partout en France. Et oui, d'où l'intérêt de rejoindre un collectif. Deuxième chose, le beau travail sur La Rochelle, en tout cas, de la CIMAD, hein, qui est proche des protestants, et 2 experts j'allais dire, au niveau des lois. Hein. Moi, j'y connaissais rien, absolument rien. Et c'est vrai, quand on est tout seul face à quelqu'un qu'on connaît comme ça. Et puis une anecdote aussi, c'est Drissa, il a travaillé, donc il est arrivé à 16 ans en France, hein, et il a été bossé chez mon voisin, qui, j'ai bien vu le premier quart d'heure, les yeux, quoi, c'est faire travailler quelqu'un avec la peau noire, je pense, je ne sais pas s'il votait Front National, mon voisin, mais il y a un regard qui change, parce que c'est plus des gens dont on parle à la télé, c'est des personnes précises. Et ils ont sympathisé tous les deux, et après ça s'est très bien passé, quoi. Je trouve qu'on a des idées à travers la téloche, qui sont, j'allais dire, négatives, et quand on rencontre des personnes, les gens ont tout de suite un esprit de solidarité et d'humanité. Et je pense qu'il y aurait moins de gens qui voteraient Front National s'ils étaient en contact avec ces personnes-là, c'est tout. Hein. Donc c'est les contacter. Et d'ailleurs, on le voit, parce que moi je vois au fin fond de la Charente-Maritime, où il n'y a aucune personne migrante, là-bas ça vote je ne sais pas combien pour le Front National, alors qu'à La Rochelle, ça vote beaucoup moins, enfin ça dépend où. Oui. Alors Jean-Luc, merci pour ton témoignage, mais j'ai envie de dire, les personnes, voilà, il y a possibilité de voir sur cet arbre à préjugés, justement, toutes les idées complètement, bon voilà, et que l'on a parfois nous-mêmes d'ailleurs, hein, sans s'en rendre compte. Mais ça illustre un petit peu ce que tu dis, la peau noire, oh là là, comment on va faire, je sais pas quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut passer, c'était très intéressant de côtoyer et d'accompagner, parce que ce sont des êtres humains avant tout, hein, comme nous-mêmes, voilà. Et je vous invite d'ailleurs à faire le tour de l'arbre en partant et à regarder ça. Une dernière question ou une dernière réaction? Tu veux parler? Oui, je... Non, s'il y a quelqu'un a une question. Alors, tu conclus? Oui, je peux conclure. Enfin, justement, je peux témoigner du fait que d'être à Hardy, c'est un voyage tous les jours. Et je vous dis que pour moi, c'est un voyage qui me coûte pas cher et qui me donne beaucoup d'énergie et des belles relations. Enfin, on n'a pas eu le temps, mais on a tous, la petite dizaine qui faisons les permanences,
On a tous plein d'histoires, d'amitié, comme vous avez là avec Jean-Paul et Roselyne, et puis toi peut-être avec Claude. On a tous là qui faisons les permanences, on a tous des belles histoires, des belles amitiés, et on connaît les parcours, des parcours compliqués. À chaque fois, vous voyez, dès qu'on pose une question, eh bien, voilà, on découvre quelque chose de fort, vécu par ces gens-là. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce qu'on a envie de dire beaucoup d'autres choses. Parce que là, on a été dans des choses très, peut-être pas faciles à avaler, quoi. Pour vous, je sais pas, parce que même pour nous, ça a pris un peu de temps. Voilà, donc je sais pas si... En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence très nombreuse, oui, on dit ça comme ça. Et puis à nos partenaires, à nos amis, tous, voilà. C'est une belle conclusion de nous parler de voyage, hein. Alors, moi je remercie les gens de l'Ardèche, je remercie les témoins parce que c'est pas évident de venir parler devant près d'une centaine de personnes quand on n'a pas l'habitude. Et en plus peut-être d'avoir à brasser des choses dont on n'a pas envie de parler tous les jours. Donc je pense que c'était un véritable effort qui a été fait par vous trois. Et ça, on vous en remercie parce que c'est important de nous le transmettre. Et puis... Et puis donc, je conclue en vous disant à la prochaine fois, et la prochaine fois avec l'Université Populaire, c'est le mercredi 14 décembre, dans 15 jours, et c'est pas rien, c'est la 100e, c'est une soirée tout à fait particulière, où le ton sera beaucoup plus léger, il y aura même de la musique. Donc nous vous y invitons, pour cette 100e, on a voulu faire un truc un peu particulier, un peu spécial, et on espère que vous serez nombreux à venir. Ça se passera au Centre socio-culturel des Chemins Blancs, qu'on appelle aussi la MPT Saint-Flo... Non, c'est Centre socio-culturel des Chemins Blancs. Oui, mais celui, quand c'est avenue Saint-Jean, il a un nom. C'est la maison de quartier. Voilà, maison de quartier Saint-Flo, parce qu'entre Goise et l'autre, je me mélange des fois. Maison de quartier Saint-Flo, dans la grande classe, en passant par la cour, par derrière. À bientôt, merci beaucoup. Et merci à la médiathèque de nous avoir gracieusement hébergés ce soir. Merci à Olivier qui a assuré